du régime, il s'agit d'une crise profonde, originelle en fait, d'institution de cet État. Et au début, donc c'était non au 5e mandat, et puis petit à petit, et c'est en ça que pour moi le Hirak c'est un processus, c'est pas juste un événement, c'est pas juste quelque chose qui se passe le vendredi. Pour moi, c'est une fenêtre temporelle qui s'est ouverte et dans laquelle les Algériens sont rentrés et qui, en y rentrant et en y participant, ils se transforment en y participant. Et maintenant, ça fait 52 semaines qu'ils sont dans cette marche pour recouvrir, et c'est ça, recouvrir la mémoire. Ça, c'est la première chose. Parce qu'évidemment, la conscience de soi, elle passe d'abord par la mémoire d'où on vient, cette mémoire qui du coup n'est plus seulement instrumentalisée pour maintenir un pouvoir au nom qu'ils seraient les héritiers, eux, des Moudjahidines, et que les révolutionnaires leur auraient déposé l'État, et que eux, du coup, ils l'ont. Donc non, c'est déjà dire, en fait, c'est nous qui nous sommes fidèles à eux, nous ne sommes pas contre notre pays parce que nous réclamons notre souveraineté, au contraire, en fait, on est justement fidèles à leurs gestes révolutionnaires, et donc ça fait que tous les vendredis, tous les mardis, vous avez des portraits de ces révolutionnaires. Vous voyez le retour déjà à cette époque-là. Leurs portraits, on les appelle, on leur parle dans les slogans, on leur dit on continue votre combat, on réhabilite la mémoire de ceux qui ont été classés comme des traîtres parce qu'ils s'étaient opposés à l'époque à la montée de tel clan, etc., etc. Donc ça c'est des histoires, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas je veux simplement vous dire qu'il y a une réappropriation de cette mémoire et une volonté de lutter contre la falsification de la mémoire. Ensuite, il y a la mémoire des différentes étapes aussi de la construction de l'État-nation algérien, c'est-à-dire parler des années 80, reprendre les slogans des années 80, 5 octobre 88, tous les jeunes qui ont été tués, et le printemps berbère, et les années 90, et toutes les victimes en fait de ce pouvoir et de ce régime autoritaire sont remémorées. Ce faisant, ils existent, leur dignité elle est restaurée. Ce n'est plus, vraiment c'est l'ouverture de, si vous voulez, toute cette mémoire qu'on a demandé aux Algériens de nier, de refouler, pour que ce système puisse continuer à marcher, pour qu'on puisse continuer à y croire, eh bien elle ressurgit. C'est vraiment une boîte de Pandore qui s'est ouverte, mais du coup ce qui est merveilleux dans ce processus, c'est qu'en fait, comme c'est un processus non violent, il permet de guérir de cette violence qui est cette relation autoritaire avec ce régime. Donc ça veut dire que semaine après semaine, les Algériens, ils retrouvent une mémoire, une conscience d'eux-mêmes, mais du coup ils découvrent un lien entre eux, qui n'est plus juste ce lien qu'on appelle la fraternité parce que c'est une république populaire, etc. Non, mais il est effectif, il est vécu. C'est être les uns à côté des autres, ensemble, en paix, différents, hommes, femmes, jeunes, vieux, etc. Et chanter, et être en vie, comment dire ça, et profiter de notre pays, de notre espace public, et surtout nous exprimer ensemble. Nous exprimer, nous écouter, et donc vraiment faire advenir le changement, mais pas par la violence cette fois-ci. Et c'est en ça que évidemment ce mouvement populaire, il est en rupture, pour moi il est en continuité. Il est en continuité avec l'idée d'un État. Cet État il est à nous. On veut maintenir l'idée d'un État bureaucratique au sens d'institutions qui ont une légitimité légale. On y tient. D'ailleurs, quand on nous dit, quand on nous propose un article 102, on dit non, on veut l'article 7 et 8. Enfin, je vais revenir là-dessus, mais en tout cas, je veux simplement vous dire qu'il y a une vraie réappropriation même de la Constitution. On veut qu'elle soit appliquée, on veut que ça et ça se soit appliqué, etc. Et d'un autre côté, il y a une rupture avec l'idée de l'État dynastique, comme je vous le disais au début. C'est-à-dire, à travers le slogan, par exemple, ce pays, il est à nous et nous en ferons ce que nous voulons. Donc c'est notre souveraineté, il n'est pas à vous, il est à nous. Et c'est en cela qu'il y a un refus de céder sa souveraineté, de céder son pouvoir, et d'être gouverné par ces gens qui ne nous comptent pas, ne nous écoutent pas. Et tant qu'ils ne nous écouteront pas, nous ne rejouerons pas, nous ne serons plus complices de leur manière de nous gouverner. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la détermination des Algériens. C'est-à-dire que cette fois, quand ils disent qu'il n'y a pas de retour en arrière, on ne reviendra pas dans l'ancien schéma, dans cette ancienne relation où vous nous faites accepter vos balivettes et vos sonnettes comme si c'était la vérité. En fait, on refuse de jouer
à ce jeu de mensonges qui ferait croire que nous sommes alors, une république, etc., alors qu'en fait, nous sommes juste prisonniers de ce système et on n'a aucune action sur nos vies. Et donc, dans ce hirak, je vais maintenant, je suis désolée si j'ai été un peu longue pour rentrer en matière, mais pour moi, il faut vraiment comprendre la profondeur de l'histoire pour comprendre qu'on n'est pas juste dans un événement, parce que dans le temps journalistique et les commentaires journalistiques, c'est toujours ça. C'est alors il y a encore le hirak, vous êtes à la combienième semaine? En fait, quand on est algérien, on sait qu'on se réveille de générations, de décennies, et que donc ça prendra le temps que ça prendra, mais on est dans ce processus maintenant, quoi. Et que voilà, c'est plus qu'un événement, pour moi c'est vraiment un processus, et la preuve que c'est un processus, c'est que c'est un événement qui dure depuis 52 semaines. Or, un événement qui dure aussi longtemps, c'est plus que rarissime, quoi. Ce qui permet qu'il dure, c'est aussi la non-violence. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que, en tout cas, depuis un an, ce qui s'est passé, c'est que ce mouvement populaire, ce qu'il essaye de faire, c'est d'imposer un dialogue. C'est de dire maintenant, ce régime, il n'est pas le seul sur la scène politique, il y a quelqu'un d'autre, c'est nous, c'est la société. Et nous, tous les vendredis, tous les mardis, on fait un référendum populaire, on s'exprime. On sort, on chante, on a des pancartes, et nos revendications, elles sont claires, elles sont les mêmes, c'est notre souveraineté, etc., mais elles changent aussi, en fonction de l'actualité politique, en fonction de ce qui se passe. Et donc, c'est vraiment si vous voulez, si tous les espaces politiques sont fermés, celui-là, il s'ouvre. C'est un espace public où on peut vraiment sentir qu'est-ce qui préoccupe les Algériens, quels sont leurs avis, etc. Mais du coup, c'est aussi un espace de la multiplicité. Il y a plein d'avis différents, il y a plein de langues différentes qui sont parlées, etc. Et donc, c'est ça qui est aussi très beau par rapport à toute l'histoire algérienne, c'est qu'en fait, on n'est plus dans l'idée qu'on serait une communauté homogène, qui marche, qui est forte par son unité, enfin, s'il y a de l'unité, mais qui est forte par son homogénéité. Au contraire, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, ce qui est génial tous les vendredis, c'est de découvrir toutes les pancartes différentes, tous les slogans, les nouveaux slogans qui sont sortis, les nouvelles images, les nouveaux dessins, etc., etc. Et puis, entre les manifestations, puisque c'est un processus, il y a tous les autres espaces qui se sont ouverts, de discussion, d'organisation, des plateaux télé, et donc là où vous voyez aussi que c'est un mouvement très enfin c'est un processus, c'est qu'aussi ça touche les Algériens bien au-delà de l'Algérie. Partout dans la diaspora aussi, en fait, si vous voulez, le hirak, c'est comme un lieu qui donne l'occasion de se réunir, de se connaître, et à partir de là, ok, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Mais du coup, c'est un apprentissage pour les Algériens qui ont toujours été privés de l'idée qu'ils avaient voix au chapitre, en fait. Qu'ils pouvaient faire quelque chose de leur... en fait, ils avaient un destin commun, que ce n'était pas simplement des clients, des gens qui étaient nés là et à qui l'État, du coup, donnait une redevance, mais contre quoi ils ne pouvaient rien dire et rien faire. Et du coup, voilà, ce que cherche profondément ce mouvement populaire, c'est d'imposer de s'imposer dans un dialogue. Et de dire notre voix compte. Et tant que la population ne sentira pas qu'il y a un vrai cadre dans lequel cette voix peut être exprimée, entendue, elle n'arrêtera pas. Ça veut dire que proposer une élection, 2 élections, un référendum, si les conditions ne sont pas réunies, alors on ne rejouera pas à ce même scénario de la démocratie de façade. On connaît. C'est pas à nous proposer, c'est pas qu'on n'a jamais eu droit à une pseudo-élection où on ne vivait pas dans une monarchie. On sait ce que c'est le cadre. Maintenant, on veut que ce soit bien de la réalité. Et donc, c'est pour ça que parfois on ne comprend pas très bien le mouvement populaire, parce qu'on dit, mais enfin, vous vouliez des élections, il n'y a plus Bouteflika, voilà, il y a des élections sans lui. Oui, mais quoi? C'est que ces anciens ministres, on nous propose des élections, mais dès qu'on sort pour manifester, on va en prison, on nous censure, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas s'organiser, on nous refuse une salle pour faire une réunion, mais à côté de ça, on peut mettre un bulletin dans une urne? Non. Donc, c'est simplement pour vous dire que ce que réclame le mouvement populaire, c'est un vrai cadre dans lequel exercer ses droits et ses libertés, et pas juste un rituel électoral où on irait juste aller choisir ses représentants parmi une sélection préfaite pour nous, parmi des candidats qui sont bien issus d'un système, d'un régime qui reproduira toujours cette même relation d'assujettissement. Et évidemment, il y a eu des étapes, il y en a eu au moins 2, et maintenant pour moi dans la 3e. D'abord, c'était de faire tomber la tête, ce sommet,
le sommet de cette façade civile, Bouteflika, et son clan, ce qu'on a appelé la Rissara. Ça, c'est vraiment le noyau, enfin, le noyau, plutôt la tête. Et puis, ensuite, quand lui est tombé, c'est-à-dire qu'il a démissionné, il a renoncé à... Il a démissionné. Du coup, on est rentré dans un processus... bref, on a repoussé les élections. Et il est resté donc un peu plus longtemps. Et ensuite, c'est le chef d'état-major qui a pris un peu le devant de la scène. Donc, c'était plus Bouteflika, mais on a eu celui qui était derrière lui, et donc le feu Ahmed Gaïd Salah, qui, lui, du coup, parlait, s'exprimait directement, plusieurs fois par semaine à la télévision, depuis des casernes. C'est quand même pas rien. Donc, si vous voulez, tout d'un coup, l'image, c'est comme si l'image s'était retournée. C'était plus la façade civile, mais bien le versant militaire du régime qui s'exprimait. Et là, Gaïd Salah, au début, il a été plutôt dans une posture d'accompagnement du mouvement, en disant « on vous a bien entendu, il a d'ailleurs mis un certain nombre de personnes, d'autorités en prison, etc. Donc il donnait des signes, en tout cas, de ne pas aller en sens inverse du mouvement populaire, ce qui a aussi fait rassurer la population pendant un temps. Et puis à un moment, quand le mouvement a persisté et s'est renforcé, alors le vent a tourné entre guillemets, il a vraiment réappliqué les mêmes méthodes, c'est-à-dire terroriser, mépriser la population. Donc c'est ce qu'on appelle d'un côté la violence symbolique et puis la violence physique. La violence symbolique, c'est désigner les moutons noirs, dire ceux qui veulent s'ériger en arbitre et dire il y a les bons Algériens et les mauvais Algériens. Les mauvais Algériens, c'est ceux qui portent un drapeau à Mazir et qui du coup menacent l'identité nationale. Les mauvais Algériens, c'est ceux qui disent que l'armée n'a pas à s'interférer dans la politique. Donc, eux, ils sont contre leur armée, ils sont contre l'indépendance de leur pays, et donc ils sont pour les mains d'étrangers, ils travaillent pour les mains d'étrangers, etc. Et donc, en désignant les bons des mauvais Algériens, il essayait de diviser, en les méprisant, en les traitant de plein de noms d'oiseaux, etc. Et puis de l'autre côté, politique de plus en plus répressive sur le terrain. Donc, arrestation des gens qui se rendent aux manifestations, arrestation de militants politiques, même en dehors des heures entre guillemets, de manifestation, fermeture de censure de sites, etc., etc. Et donc, la répression montait crescendo. Et là, on sentait la tension, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas de plan B. Quoi. Ils n'arrivaient plus... En fait, ce Hirak, le fait qu'il dure dans le temps, menaçait vraiment... il ne s'agissait plus de juste trouver une brèche, une manière de... Là, le système commençait vraiment à être menacé. Donc la solution, ça a été de se départir d'une partie du système, ok, mais une fois qu'un certain nombre de personnes étaient en prison, mais que la population n'était pas calmée, qu'elle continuait de sortir, et que même ces revendications se généralisaient à l'ensemble du régime et du système, et qu'elle commençait à appeler un État civil et non plus un État militaire, là on allait encore plus on rentrait encore plus au cœur du problème. Et donc, le Hirak a pris le parti d'empêcher ce régime de se reproduire. Son mode d'action, c'est ça. Nous, on veut être entendu dans cette relation. Et comment faire? À minima, dans ces conditions, on les empêche de se reproduire. En tout cas, de reconstituer leur façade civile. Comme ça, c'est bien eux le problème, c'est bien ce régime militaire qui maintient cet État. Qui est au cœur de ce régime. Et puis, empêcher des élections, et puis aussi empêcher toute légitimité au gouvernement. Ça veut dire que dès qu'ils sortent sur le terrain, dès qu'ils essayent de faire des visites, etc., on les empêche d'exercer leur travail, leur mandat. Et donc ça a marché pendant un temps, mais il y a eu cette intensification de la pression policière, judiciaire, à l'encontre des manifestants. Et évidemment, donc on voit bien que le système se reproduit par la violence. Pour autant, le mouvement populaire, lui, n'a jamais pris les armes. Il y a même eu un refus d'aller dans l'escalade des actions, c'est-à-dire que les appels à des grèves générales n'ont pas été suivis, par exemple, avec cette idée qu'il ne faut pas punir la population. On est un mouvement pacifique, on doit durer sur le temps long, le changement il est profond, et donc il ne s'agit pas de paralyser le pays, pas du tout. Par contre, nous, on veut le bien pour notre pays, on veut qu'il fonctionne, qu'il aille mieux. Par contre, il faut empêcher ce système, ce régime, lui, d'avoir les mains mises dessus. Donc, chassons-les dès qu'on peut, disons leur illégitimité, disons-leur à quel point ils ne nous représentent pas, ils ne sont pas légitimes, mais pour autant, il faut que ce pays il fonctionne, il faut qu'il aille mieux. Le pays au sens de la population et au sens de c'est notre pays. On a retrouvé cette souveraineté.
Et donc, sa stratégie vraiment très profonde et qui pour moi fait que ce mouvement est un vrai processus qui transforme les Algériens, c'est la non-violence. C'est le fait d'avoir renoncé définitivement à la violence comme un moyen de changement politique. Et ça montre bien que la société, que le régime a perdu son emprise sur la population algérienne. Ça veut dire que la manière dont il se reproduisait à travers eux, en les brutalisant, et en les faisant se brutaliser ensuite, en organisant cette manière autoritaire et pour moi patriarcale aussi de gérer la société, eh bien, la population s'en déprend, elle sort de cette emprise. Et de l'autre côté, le régime, lui, comment est-ce qu'il fait? C'est quoi sa stratégie? Donc au début, il y a eu, j'expliquais un peu, on fait le dos rond, on sacrifie la façade civile, mais au final, il faut quand même qu'on arrive à se reconstituer. Et c'est, si on peut dire que de février à l'été, le pouvoir a vraiment perdu sa mainmise sur l'agenda politique, c'est-à-dire que c'est vraiment le Hirak qui, semaine après semaine, imposait son agenda, imposait le thème de la semaine politique, sur de quoi on allait parler, etc. Pendant l'été, il y a eu une sorte un peu creux de la vague et surtout une simulation d'un dialogue, parce que le régime a commencé à reprendre les thèmes du Hirak. Et après l'été, en septembre, le chef d'état-major a annoncé qu'il y aurait des élections. Et en faisant ça, il a décidé il a vraiment repris les choses en main. Et à partir de là, il a divisé les Algériens de nouveau entre les bons et les mauvais. Les bons, c'est ceux qui étaient pour les élections, parce que les élections, c'était la survie de l'Algérie comme bien commun, et ceux qui sont contre, forcément, c'est des traîtres à la nation. Et en fait, cette manière cette polarisation, ajoutée à la répression très forte, a fait que, et les vieilles recettes de division,